Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien dans la tempête du côté de dehors, là c'est un enfer. Depuis ce matin c'est tempête land, et même un moment le ciel est orange, pour vous dire qu'on n'est pas top au niveau conditions climatiques. On va revenir sur un ciel beaucoup moins orageux avec l'UAE Tour, à l'étape numéro 4, on va débriefer un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ce sprint. Qui a été au top, qui a été plus en difficulté aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Patrick Lefebvre si vous ne l'avez pas vue. Au niveau commentaire sur la vidéo de Patrick Lefebvre, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. À me prendre bien plus de trucs dans la gueule. Bon, il y en a un ou deux qui ont été chiants, donc au bout du 5e ou 6e réponse, je dis stop. Hein. Mais je m'attendais à me prendre bien plus à seau d'eau dans la gueule. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui ont le même avis que moi, parce que même au niveau des pouces, je m'attendais à avoir une vidéo avec moins de pouces bleus que ça, en termes de pourcentage. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super fan. On commence tout de suite avec cette étape sur l'UAE Tour, étape qui, pendant une grande partie de la journée, était encore extrêmement calme. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Ça s'est un petit peu agité à partir de 30-25 km de l'arrivée, où les trains là se sont vraiment mis en place, le train de toutes les équipes. Et puis après, à partir de 10 bornes de l'arrivée, c'était très 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 tendu. Et on a eu un crash, encore une fois, un crash encore dû à des coureurs qui ne se sont pas écartés du bon côté de la route et qui ont gêné les trains des adversaires. Et là vraiment, je me répète, hein, mais du côté de l'UCI, il va falloir intervenir, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce qui fait que ça a gêné notamment le train de AG2R, de Decathlon AG2R, parce qu'ils étaient plutôt bien en place avec Sam Bennett. Mais là, l'un des coureurs a dû mettre un petit coup de frein à ce moment-là, ils se sont fait enfermer. Ce qui a permis à des équipes d'en profiter, je pense notamment à la DSM, je pense à Alpecin de Koninck, mais pourtant les coureurs de ces équipes-là n'ont pas forcément fait un bon sprint parce qu'ils ont un peu attendu avant de lancer, notamment. Et derrière, eh bien, Merlier, qui était pourtant assez loin à l'approche du dernier kilomètre, pourra dire merci à Van der Berge qui lui a permis de se faufiler, de trouver un petit passage, et ensuite il a super bien lancé son sprint, et derrière il était encore le plus puissant aujourd'hui, il faut encore le dire, il a une condition physique en ce moment, Tim Merlier, qui est assez dingue, le coureur belge, et ça mériterait vraiment qu'il soit sur un grand tour cette année, parce que ça c'est assez incompréhensible aussi du côté de la Soudal Quick-Step, que Merlier l'année dernière n'ait pas fait un des 3 grands tours, parce que c'était un petit peu la promesse, on va dire, du début de saison, alors que le mec a fait quand même des super performances sur les courses auxquelles il a participé. Non, parce que certains qui disent tout le temps, je dis du mal des coureurs genre de la Soudal Quick-Step. Non, Soudal Quick-Step au niveau du sprint, aujourd'hui ils sont très forts, sauf que voilà, tiens, une erreur l'année dernière encore une fois du management de cette équipe, du stade de cette équipe, c'est pourquoi Merlier n'a fait aucun des 3 grands tours. Ça, je trouve ça incroyable, parce qu'il a les qualités pour obtenir des victoires sur ces courses-là, tout simplement. Comme quoi, tout n'est pas parfait chez Patrick Lefebvre. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, mais sur cette belle victoire de Merlier, j'espère qu'elle en appellera d'autres, notamment sur les grands tours. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Parmi les coureurs au top, ah non, je vais pas mettre de Soudal Quick-Step. Parce que j'aime pas le Lefebvre. J'aime pas le Lefebvre, donc je vais arrêter de mettre des Soudal Quick-Step dans les coureurs au top. Eh bien non, parce que je sais faire la part des choses. Tim Merlier, aujourd'hui, très bon, très très bon Tim Merlier. Très bon parce que c'était pas un sprint évident. Il peut dire merci à Van der Berge quand même, qui progresse de plus en plus en tant que poisson pilote. Parce que moi je me souviens de Van der Berge au tout début, quand il le mettait poisson pilote de Cavendish, c'était pas foufou. Et puis il a progressé dans ce domaine-là, et maintenant il est vraiment pas mauvais. Et là, il a fait, ça marche bien en plus les deux là. Le relationnel marche bien, parce qu'on peut avoir un bon poisson pilote et pas forcément avoir un bon relationnel avec, et pas s'en sortir au niveau du sprint. Je pense notamment à la Bora en ce moment. Pour le moment,
C'est vrai que Watson, Van Poppel, ça se trouve pas forcément idéalement. Là, sur cette course, bon, là, ils ont été gênés par la chute, mais ça se trouve pas idéalement. Donc, on verra dans les jours à venir. Mais là, Merlier, Van der Berge, parfait. Parfait encore, parce que dès que Van der Berge a trouvé l'ouverture, et pourtant je me disais, je regardais là où il était avec la caméra hélico, je me disais putain ça va être compliqué. Il y avait lui et Coy, je me suis dit les deux là, je sais pas comment ils vont trouver l'ouverture, mais ça va être compliqué. Je l'ai regardé sur les 5 derniers kilomètres, parce qu'en fait il était pas très loin d'Olaf Koy, je regardais surtout Olaf Koy pour voir s'ils allaient mieux s'en sortir du côté de Visma et en fait il a dû un peu se démerder seul Olaf Koy, et en fait ce qui fait la différence je pense entre Olaf Koy qui fait 3ème et Merlier qui fait vainqueur aujourd'hui, c'est que Merlier il a eu Van der Berge, et Van der Berge lui il a fait un super job pour le replacer et pour trouver l'ouverture, parce qu'il y a un moment côté gauche de la route il n'y avait pas de place quoi. Vraiment c'était bloqué, et ils ont réussi le côté gauche à déborder le côté droit où pourtant tu avais Alpecin Koenig ou tu avais DSM qui était plutôt bien en place. Donc belle performance de la part de Tim Merlier, et puis son sprint il est encore puissant hein. Il dégage lui une puissance qui est dingue. Et là encore, c'est un sprint où il est surpuissant, Merlier. Donc depuis le début de saison, l'année dernière c'était pareil, hein, à la même période de l'année sur l'UAE Tour, mais là il est vraiment très très impressionnant. Et puis 2 victoires sur l'UAE Tour, quand t'es sprinter, ça montre que t'es en forme, parce que réussir à faire 2 victoires sur cette course-là, c'est pas si évident que ça, et encore plus cette année, parce que je rappelle qu'on a quand même un gros plateau de sprinters, donc il faudrait pas sous-estimer la performance qu'a réalisé Tim Merlier. Et bon, c'est bien parti pour le triplé à Nokere-Corseux, cette affaire-là, pour Tim Merlier. Je pensais que c'est sa course un petit peu favorite à Nokere-Corseux. Il est impressionnant sur cette course-là. Sur les 2 dernières années, quand il lance son sprint, il fait vraiment du très très bon boulot. 2ème, Arvind de Klein. Lui, Arvind de Klein, depuis qu'il est chez Tudor, pour moi, c'est assurance tout risque. C'est-à-dire que il est toujours genre top 5, top 6 de la course. Alors il en gagne peut-être pas tant que ça, mais il est toujours placé. Ce qui est fort, parce que l'année dernière chez Tudor, il y avait des bons éléments, mais il n'y avait pas forcément la totalité du train qui était performant. Bon là, ils ont quand même fait un gros recrutement chez Tudor, mais ça se passe toujours aussi bien. Je me disais peut-être qu'il allait se mettre un peu trop la pression de Klein, parce que oui, il est dans une situation qui est pas évidente, Arvind de Klein, parce qu'il sait qu'il a Merhofer, qu'il a Dainese, il y a du monde quand même au balcon, que tout le monde ne pourra pas aller sur le Tour d'Italie, et que tout le monde veut aller sur le Tour d'Italie dans cette équipe, donc forcément c'est pas simple. Là en plus il n'est pas forcément aidé parce qu'il y a également Storer au départ de cette épreuve, donc c'est vrai qu'on a vu quand même des coureurs pour être autour de Storer, donc ce qui fait qu'il n'a pas un train complet, mais il arrive quand même toujours à trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il est bon quand il a un train, mais là aujourd'hui il n'avait pas de train, il arrive à prendre les roues de 2-3 coureurs, derrière il trouve la solution, et il est presque un peu gêné par Merlier au début de son sprint de Klein, mais sinon derrière c'est encore surpuissant, et surtout là, face à Olaf Koy, il est devant Olaf Koy. Il arrive à garder l'avance qu'il avait sur Olaf Koy au départ de son sprint, donc ça c'est fort. Parce que Koy c'est pas un branquignol, aujourd'hui en plus il fait pas une mauvaise perf Koy, alors il perd un peu de l'influx et de l'énergie dans les derniers kilomètres. Mais bon, Merlier aussi et De Klein, j'ai un peu moins regardé l'approche du sprint de Klein, mais j'ai pas l'impression que c'était non plus très facile parce qu'il était aussi du mauvais côté de la route. Et De Klein, solide, encore une fois. C'est un très très bon coureur, ancien de Human Powered Earth, et depuis qu'il est dans des plus grosses formations, il montre son talent. Je l'avais dit il y a 2 ans, hein. Pour moi c'était la bonne recrue pour Tudor. Bien, je suis content qu'il ait bien confirmé ce que je pensais de lui. Je mets pas Olaf Koy dans les coureurs top, mais on va en parler juste 10 secondes. Visma a pas trouvé l'ouverture, mais vraiment, hein, le train Visma a pas trouvé l'ouverture. Il arrive quand même à bien s'en sortir, je trouve, seul, Koy. Parce que c'était pas évident aujourd'hui, parce que vraiment le train de la Visma n'a jamais réussi à
à trouver l'ouverture, à prendre l'avantage. Ils étaient un peu en deuxième rideau, mais tout le temps en deuxième rideau. Donc bravo Lafcoy pour cette troisième place, parce que là aussi, c'était pas évident, mais il va falloir quand même corriger le tir sur le train de la Visma. Ça serait bien de corriger le tir, notamment dès demain, où certainement on aura un sprint. Et puis je termine avec une belle perf du côté de la Cofidis. Alors certes, les équipes françaises ont décidé de ne pas vraiment venir, que ce soit Groupama et Arkea qui ont décidé de faire l'impasse. C'est même assez incroyable parce qu'avant, c'était pas autorisé de faire des impasses du côté du World Tour, c'est-à-dire sur les épreuves World Tour, tu étais obligé de venir quand tu étais une équipe World Tour. Les règles, semble-t-il, étaient un peu modifiées, mais bon, je pense que les organisateurs de l'UAE Tour, ils sont contents de ne pas avoir toutes les équipes World Tour au départ. Et donc, du côté, c'est peut-être d'ironie, hein, et du côté d'Aniolowski, très très bon le Polonais. Alors lui aussi, ancien de Human Powered Off, pas un mauvais sprinter, Aniolowski, mais qui n'est jamais allé dans des très grosses formations, je crois, de tête. Aniolowski, il était chez Human. Est-ce qu'il a été chez CCC? Il a été dans l'équipe de développement de la CCC, mais jamais dans l'équipe 1. Il a été chez Bingol, donc une année chez Human Powered Earth. Mais là, ouais, très très bon résultat. L'année dernière, il avait remporté 2 étapes sur le Tour d'Hélas. Notamment, alors, il n'a pas des grandes courses à son palmarès. Il a 5 victoires quand même chez les professionnels, le Polonais. Et à 27 ans, c'est la première fois qu'il est dans une équipe World Tour. Moi aussi, je pense que c'était une idée intéressante du côté de Cofidis de le mettre. Et puis, ça montre qu'ils ont une autre carte. C'est vrai qu'ils ont perdu Walscheid, mais ils ont récupéré Aniolowski. Et ça, c'est plutôt une bonne solution. Alors, est-ce qu'il fera poisson de pilote pour Coquard ou est-ce qu'on le mettra sur d'autres courses que Brian Coquard? Ça, je n'en ai pas la réponse. Mais il va faire une grande période de classique, parce qu'il sera notamment sur Nokere-Corseux, sur Bruges, sur Gand-Wevelgem et également sur Paris-Roubaix au mois d'avril. J'espère qu'il aura le même niveau de performance que Walscheid l'année dernière sur Paris-Roubaix, mais qu'il n'aura pas le problème de grand plateau, parce que Walscheid avait été bloqué sur le grand plateau. Mais c'est bien pour Aniolowski, parce que c'est sa première course sous ses nouvelles couleurs. Première fois qu'il est en World Tour, c'est une course qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne l'a jamais faite, à cette UAE Tour à 27 ans, donc c'est pas forcément évident. Il y avait plein d'inconnus, là, pour Aniolowski, mais il a fait vraiment le job aujourd'hui, donc on va voir si ça va continuer demain et après-demain, s'il y aura des opportunités, pardon. Un petit peu de fatigue, ça. Je me fais vieux comme Patoche le fait vert. Mais non, ça a été une bonne journée pour lui, et ça montre encore une fois que Vasseur sait quand même repérer les bons coureurs, C'est pas la première fois qu'il tente des coups Vasseur, et ça marche quand même, Cédric Vasseur, quand il tente des choses. Alors oui, avec certains coureurs ça s'est mal passé, mais ça fait quand même depuis quelques temps que ça marche bien autour de Cofidis. Pourtant c'est pas le plus gros budget, mais ils arrivent à obtenir des résultats. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 2 bonnets d'âne majeurs aujourd'hui. Le premier, Caden Groves. Et ça s'arrange pas autour de Caden Groves. Seulement 18ème aujourd'hui. Et j'ai du mal à comprendre parce qu'à 5 bandes de l'arrivée, c'est parfait. Ce qu'ils font la Alpecin de Conin. C'est-à-dire d'un coup, ils trouvent l'ouverture côté gauche et ils contrôlent le côté gauche. Le côté droit, pardon, de la route. Ils contrôlent le côté droit de la route. Ils font vraiment du bon boulot à ce moment-là. Il y a notamment Sylvain Didier, il y a le train en plus, je me dis, genre on est à 2 km de l'arrivée, je me dis, oh putain, ils sont encore 4 devant lui. Il va être dur à le battre. Et il va être dur à battre, il fait 18ème. Voilà, ça va, ils se sont un peu fait enfermer dans le dernier kilomètre, mais quand même. Et c'est pour moi un gros raté pour Caden Groves, quoi, parce que c'était en place, quoi. Ils étaient bien. C'est-à-dire que c'est rare quand même qu'un coureur comme ça, qui est à 2 km de l'arrivée, a autant de coureurs devant lui, se retrouve à faire 18ème d'un sprint. C'est quand même... déjà top 10 pour moi, ça aurait été une déception du côté de Caden Groves. Mais là, 18ème il est derrière Ronhovegan. Mais bon, Ronhovegan n'a pas été parfait
Enfin, ça a été un peu, ils se sont un peu bagarrés avec Alpecin à un moment pour prendre le lead sur ce fameux côté droit, mais ils étaient en sous-nombre à ce moment-là. Donc je pense qu'ils ont perdu de l'énergie, ils ont pas fait une approche parfaite du sprint. Alors que bon, enfin Caden Groves, tout était en place, quoi, tout était parfait. Et il s'est fait complètement bouffer. Alors est-ce qu'il a raté, est-ce qu'il s'est raté dans le dernier virage? Ou est-ce que déjà à ce moment-là il était en difficulté et qu'ils avaient perdu la roue comme pour Gaviria? Mais c'est quand même fou quand tu es aussi bien placé à 3 km de l'arrivée d'être aussi loin de la victoire. Je trouve que ça fait quand même une grosse clacasse. Et comme le premier jour, bah, le sprint n'avait déjà pas été bon, ça fait 2 clacasses en 2 jours quand même. Enfin, en 2 jours de sprint pour Caden Groves, parce que le premier jour, il avait fini 11e. Voilà, ce qui n'était pas exceptionnel du côté de Deviwa. Donc c'est pas un début de saison parfait pour le coureur de Caden, pour le coureur australien. Mais bon, c'est ça, la première course de l'année. Ensuite, il ira sur Paris-Nice, mais bon, ça serait bien de trouver la solution avant Paris-Nice, parce que des fois, c'est compliqué de gagner des sprints à Paris-Nice, puis des fois, tu es sprinter, mais tu sprintes pas à Paris-Nice, hein, avec les conditions climatiques. Je continue avec Jacobsen. Jacobsen, j'ai bien utilisé son sprint. Là aussi, on est plutôt en place du côté de DSM. Ça fait du bon job. Voilà, du côté de la DSM, il faut le dire, l'équipe a fait du bon boulot. On voit les casques à l'avant de la course. C'est un peu comme Alpecin de Koninck. Ils sont bien en place autour de leur leader Jacobsen. Sauf que quand Jacobsen lance son sprint, il a déjà du mal à dépasser son poisson pilote. J'ai l'impression, et surtout, bah, comme je dis assez souvent, quand il lance son sprint, là, Jacobsen, et bah, c'est calme plat. Hein. C'est très très plat du côté de Jacobsen. C'est-à-dire, comme je dis souvent, dans un sprint, il y a une impression visuelle de puissance. Quand visuellement, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, c'est rarement bon signe. C'est le signe que j'ai eu avec Jacobsen. Lui aussi, il est bien placé. Il fait 6e aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu décevant pour Jacobsen. Et surtout, moi, je trouve que son sprint, il n'est pas dingue du tout. Ça manque de puissance du côté de Jacobsen, cruellement. Et ça, je suis assez surpris parce que c'est plutôt un coureur puissant, Jacobsen. Parmi les sprinteurs, ça fait plutôt partie des grands gabarits qui envoient des watts. Et là, quand il lance son sprint, je regardais de la caméra d'hélico, mais il se passe rien. Là. Enfin, il y a un moment, on voit du jus, quoi. Et il se passait pas grand-chose. Donc je me suis dit, bon, d'accord. Il doit pas être au top de sa condition physique, mais bon, c'était déjà pas top l'année dernière chez Quick-Step. C'était pas incroyable, hein, ce qu'a fait Jacobsen. Là, le bas blesse un petit peu au niveau performance, hein, donc ça serait bien de rectifier le tir du côté du néerlandais. Parce que déjà à Oman, bah, il a fait qu'une 10e place, hein, donc il galère un petit peu pour un coureur qui en plus avait quand même fait 2 victoires sur le Tour du Danemark. Donc après son Tour de France qui n'avait pas été bon, il avait quand même réussi à repartir de l'avant. 3e du Kampioenschap van Vlaanderen. Donc il avait fait quand même des résultats après coup. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu San Juan, une victoire à Tirreno, une victoire au Tour de Hongrie, une victoire sur le Tour de Belgique et 2 victoires sur le Tour de Danemark. Donc c'est pas non plus une saison... c'est pas top par rapport aux années précédentes, mais c'était pas non plus une année catastrophique pour Jacobsen. Et là, ouais, il a été un peu en difficulté. Alors que, contrairement à ce que disait Steve Chenag, là, il arrivait très bien à suivre son train. Hein. Il n'y avait pas de souci. De toute façon, après sa blessure, j'avais pas eu, au Tour de Pologne, j'avais pas eu l'impression que Jacobsen, il avait du mal à frotter. Mais là, c'est surtout physiquement, je trouve que son sprint, il est pas démentiel, quoi. Il a du mal à envoyer les watts sur son vélo, Jacobsen, et ça, c'est décevant. 2 coureurs pour finir, parce qu'ils ont fait la même erreur à chaque fois. Gazzoli et Edmondson. J'ai repéré les dossards. Gazzoli et Edmondson, bah, pour leur comportement dans un sprint. Alors, je vais pas être trop méchant sur eux. Parce que je vais dire, bon, il y a quand même une inexpérience dans ce domaine-là. C'est pas des mecs qui sont toujours dans les trains des sprinteurs. Mais quand même,
Gazzoli, tu peux pas regarder dans ton dos comme ça dans les 3 derniers kilomètres quand le peloton est aussi tendu. Tu peux pas regarder dans ton dos comme ça. Tu peux pas y zioter, mais pendant une seconde comme ça, comme s'il était en train de regarder, de voir qu'il avait 30 secondes d'avance pour aller gagner une étape du Tour de France, quoi. Il regardait super longtemps, et surtout quand il regardait, bah forcément, ça bouge un peu au niveau du guidon, quoi. Mais le pire pour moi, ça a été Edmondson. Parce que Edmondson, quand il s'est écarté... Alors, bon, déjà, Gazzoli, quand il s'écarte en plus, il gêne les autres trains côté gauche. Il fait partie de ceux qui ont bien emmerdé les trains qui étaient côté gauche et qui essayaient de rattraper leur retard par rapport aux trains qui étaient côté droit. Notamment celui de la DSL. Mais le pire, c'est Edmondson pour moi aujourd'hui. Parce que la manière dont il s'est écarté, il a mis en danger beaucoup de coureurs. Il provoque la chute. Son action provoque la chute. Parce que ça a été ensuite une réaction en chaîne. Mais la manière dont il tasse le coureur de Decathlon AG2R, il a du cul même, le coureur de Decathlon AG2R, de ne pas être tombé, parce qu'il le tasse, violent. En fait, il s'est rabattu, mais il n'a pas regardé ce qui se passait à droite ou à gauche. Et ça commence véritablement à m'énerver. Parce que c'est dangereux, et c'est antisportif. Et on l'a vu avec Van Aert, notamment sur la Classica des Almeria, qui a fait ça très clairement pour bloquer les adversaires. C'est un truc qu'on ne voyait pas il y a 4-5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on ne le voyait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de gentleman agreement. Chacun respectait, on va dire, le train de l'adversaire. Ça fait depuis 1 an, 2 ans, que sur pas mal de sprints maintenant, vous avez des coureurs qui ne s'écartent pas correctement, et j'ai quand même l'impression qu'ils ne s'écartent pas correctement pour vraiment gêner les adversaires. Ce qui peut avoir des conséquences dangereuses de chute en plus, parce que là, ce qui s'est passé, ça aurait pu se passer aussi avec Van Aert. C'est ce qui s'est un peu passé avec Van Aert, avec le coureur de la Polti Cometa. Donc, c'est dangereux, et il va falloir pour moi que l'UCI, vraiment, au bout d'un moment, agisse. Alors, moi, je suis pas pour c'était, je sais plus quel site qui a montré ça sur Twitter. Une page que je suis qui a dit il faudrait sur les sprints qu'il y ait un couloir où c'est que ça soit peint au niveau des arrivées de sprint, et qu'il y ait un couloir pour les coureurs et un couloir pour les coureurs qui s'écartent, un couloir pour les sprinters. Moi, je suis pas pour parce que déjà on salit un petit peu les infrastructures routières. C'est-à-dire que le cyclisme qui essaye d'avoir un impact écologique positif, c'est pas en mettant 4 cm de peinture sur du goudron que tu as un impact écologique positif. Donc pour un sport qui essaye quand même au maximum ces dernières années de réduire son empreinte carbone, je suis pas convaincu par l'idée d'un point de vue écolo. Et pour moi, j'en ai marre qu'on soit obligé de dire, il y a un moment, ça devrait être normal. Ça devrait être du bon sens. J'en ai marre qu'on soit obligé d'imposer, de modifier, on va dire, certains sports parce que les mecs sont pas capables d'avoir du bon sens. Là, c'est du bon sens de ne pas faire tomber les adversaires, normalement. Normalement, tu fais attention c'est une collectivité, un sprint, un peloton de course. Donc normalement, tu fais attention à tes voisins. Tu fais attention à tes voisins, à ce qui se passe à droite à gauche. Normalement, on n'est pas obligé de le dire qu'il faut faire attention à ses voisins, qu'il faut faire attention si tu provoques une chute ou ce genre de choses. Mais moi, je pense que très clairement, au lieu de mettre ces systèmes-là de peinture, pour moi, il y a 2 solutions dans le sport quand tu veux qu'une chose s'arrête. Une première possibilité, c'est au niveau financier, c'est-à-dire de mettre des amendes cataclysmiques, ce qui a souvent un impact positif. Quand tu mets des énormes amendes, il y a une deuxième possibilité. Deuxième possibilité, c'est de jouer sur les amendes sportives. Ce qu'on voit notamment en Ligue 1, quand les clubs ils perdent 3 points, 4 points en foot et qu'ils font la gueule et qu'ils tirent la gueule. Dans ce cas-là, moi je pense que quand un coureur d'une équipe, d'un train de sprinteurs a ce type d'action, eh bien pour moi, en pénalité, ça doit être 100 points de pénalité pour l'équipe.
100 points de pénalité pour l'équipe. Voilà. 100 points ou 125 points de pénalité pour l'équipe. 125 points, je crois que c'est une classique 1-1. 125 points. Et bien, quand il y a des équipes qui vont se retrouver dans des situations où, à cause d'un équipier, elles vont perdre, je ne sais pas, dans la saison, 350 points, 450 points, 500 points, à cause d'un équipier qui fait ce genre d'action, peut-être que là, ça va changer les mentalités. Peut-être que là, à ce moment-là, du côté de certaines équipes, on se dira, ah bah non, faut plus faire ça. Voilà. Si à chaque fois c'est 125 points ou 150 points ou 200 points, à chaque fois que tu fais ce genre de choses, à chaque fois que tu provoques une chute, qu'on considère que tu es responsable de la chute, ben voilà. Ça va peut-être commencer à arrêter d'avoir des casse-coups dans certains pelotons. Peut-être que les Molano, par exemple, ou les Maréchko vont peut-être aussi se calmer de cette manière-là. Parce que si à chaque fois qu'ils gagnent, là aujourd'hui c'est 40 points de CI, la victoire d'étape, aujourd'hui. Bah si, du côté de Jacobsen, par exemple, qui a pris 10 points UCI, bah si son équipier fait perdre 150 points à l'équipe ou 200 points à l'équipe aujourd'hui, et bah c'est pas positif. Et bah peut-être que ça va calmer. Je rappelle juste, avec les bidons, au départ on a été hyper sévère avec les bidons. Bah au final, aujourd'hui quand tu jettes un bidon, c'est, je sais plus, c'est 25 ou 50 points UCI. Bah il n'y en a plus beaucoup qui jettent les bidons hors zone, comme ça pouvait être le cas à une époque. On a disqualifié des gens, par exemple, pour la position Froome. On a été disqualifié, je ne sais plus si c'était pas Carapace, par exemple, qui avait été disqualifié de Liège-Bastogne-Liège. Bah, je pense qu'à un moment, il faut être sévère. Parce que ce type d'action-là, c'est hyper dangereux. Et là, bon, la chute, j'espère qu'il n'y en a pas un qui est blessé et qui a des grosses blessures. Techniquement, il n'y a pas de coureurs qui ont abandonné sur cette étape. Mais bon, ça aurait pu être un cataclysme. La chute, elle se déroule position 30, à cause d'un mec qui, devant le peloton, n'est pas foutu de s'écarter correctement. Donc, pour moi, il va falloir être sévère du côté de l'UCI quand ce genre de choses se passe. Alors, soit c'est une amende financière, soit c'est une amende sportive pour l'équipe. Et je dis bien pour l'équipe, parce que, imaginons que tu mets 100 points de pénalité à Edmondson. Oui, mais on sait très bien que les équipiers dans les trains, il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas dans les 20 premiers scores de l'équipe en termes de points UCI, donc qui n'ont pas d'impact sur les points UCI de leur formation. Mais si c'est sur l'équipe que ça tombe et pas sur les coureurs, eh bien je pense que ça va faire réfléchir certaines équipes avec leur stratégie. Et encore une fois, c'est dangereux, mais pour moi en plus c'est un comportement antisportif. Tu gênes l'adversaire, c'est un comportement antisportif. Quand en Formule 1, tu empêches un adversaire de te dépasser, tu te prends une pénalité. Quand dans d'autres sports, par exemple, si un gardien au foot met 10 secondes pour relancer le ballon, eh ben, il se tape un carton jaune parce que c'est considéré comme antisportif. Et bien là, je pense qu'on doit mettre en place des fautes antisportives dans le cyclisme. Et je pense qu'une faute antisportive, la première aujourd'hui que je vois le plus souvent, c'est cette faute-là, c'est-à-dire de gêner les trains des adversaires et de provoquer du danger. Donc j'espère que dans les années à venir, dans les mois à venir, il y aura des sanctions sévères quand il y a ce type de comportement. On regarde tout de suite l'étape de demain. On regarde pour finir le parcours de l'étape numéro 5 entre Al-Hakka et Al-Kuwain. 183 km, un petit peu le même principe qu'aujourd'hui du côté de Dubaï. On sera encore sur des grosses routes, type quasiment des autoroutes. Le final n'est pas hyper technique sur la carte que j'ai vue de Pro Cycling Stats. En passant, on ne sera pas très loin du Tour de Sarria, qui a eu lieu il y a quelques jours. On n'est pas très loin de la ville de Sarria. Donc vous voyez, il y aura une petite bosse en début de parcours, là, au bout de 35 km de course, et puis après ça sera tout plat jusqu'à l'arrivée de sprint intermédiaire au kilomètre 61 et 120. Final qui n'est pas très technique. On part d'une mer à une autre. C'est un peu comme Tirreno Adriatico, mais en version compressée. C'est-à-dire qu'on part d'un bord de mer pour revenir sur un autre bord de mer. Donc il faudra faire attention peut-être au niveau du vent, mais j'ai l'impression que c'est pas mal protégé par des montagnes ou des trucs comme ça sur un coin. Donc j'ai pas l'impression
que le vent puisse vraiment jouer un rôle, mais il faudra quand même faire attention. Je vous le dis. Et puis le final m'a pas l'air hyper technique, mais ça veut pas dire que ça va pas être dangereux, parce qu'on sait que moins c'est technique, plus il y a de coureurs qui peuvent essayer de faire des petits coups, comme de ne pas s'écarter correctement dans un sprint. Donc on verra ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.